Vous allez assister à un moment rare car unique. Le processus de création de Jean-Luc Courcoult, fondateur, auteur et metteur en scène de Royal Deluxe, l'une des plus célèbres compagnies de théâtre de rue de par le monde. Là. Donc, le cendrier, qu'on met en général pas collé par là. Un peu de quoi boire pour inventer des choses. Ça, c'est là. On a le briquet, le feu, là-dedans. Bon, ben voilà, et c'est tout confort. Hein. C'est classe à faire, là. Né de quelques bulles de savon et de champagne, l'un de ses derniers spectacles, la saga des géants, a réuni près de 20 millions de spectateurs dans 40 pays. Ça faisait un certain temps, peut-être, que je tentais de trouver un moyen. Comment raconter une histoire à une ville entière? C'est vraiment quelque chose qui nous reste ancré dans notre imaginaire, en fait, comme l'histoire de Gulliver. Et cette possibilité-là, on passe de la réalité, on rentre dans le rêve, dans l'imaginaire. D'un seul coup, toute la ville est arrêtée. On est dans un moment intemporel. Toute la journée, je vais les suivre et puis je vais voir ce qui se passe. Je suis dans l'avion pour aller à Rio. Et puis je suis à côté d'un Brésilien de Rio et qui parle français, qui m'explique l'hymne national du Brésil. Un géant éternellement couché. Je dis, mais si on faisait un géant? Et Jean-Luc dit, le spectacle, je vais réveiller le géant et on va le faire descendre dans la ville. Et là, il travaillait sur le premier géant. Et ce qui m'a frappé, c'est comment toute cette équipe des créateurs, qu'ils soient techniciens ou comédiens ou un peu acteurs dans la mise en scène, la déambulation du géant, ils commencent à dire, bon, alors le géant, il va faire tant de mètres parce qu'il faut qu'il soit assez grand, qu'il fasse 3 étages d'immeuble. Et donc, pour bouger les yeux, il faudra qu'il y ait quelqu'un dans la tête qui va pouvoir bouger les yeux, et voilà. Il y a tout d'un coup un champ du possible qui est ouvert par la folie de l'image. On part dans l'énormité et avec les limites financières et les limites de ce qu'on peut faire physiquement, quoi. Et de la ville aussi. Tout n'est pas possible, évidemment. Donc c'est une façon d'expérimenter le gigantisme. Donc je découvrais le grand, au même titre que lui, il découvrait le grand avec la construction des géants, donc c'était accessible. Hein. À l'époque de Totem, je crois qu'après, il m'a demandé de faire les sandales du géant que j'ai faites. Donc je m'occupais des accessoires du géant. Mais c'est vrai qu'au début, c'était assez hallucinant. On avait l'impression de vivre dans un rêve, quoi. Un truc qui était magique. Allons-y, quoi. Allons-y à fond. Puis faisons le plus de conneries possible, quoi. Les gens, depuis 10 ans, ont eu l'impression que le Royal, c'est que des géants. Il y a toujours eu des créations.
la compagnie joue ses premiers spectacles, étranges et déconcertants, à Aix-en-Provence, où la troupe survit en faisant la manche. Elle s'installe ensuite à Toulouse, avant de faire de la ville de Nantes, il y a 30 ans, son port d'attache définitif, d'où elle rayonnera peu à peu sur les 5 continents. Bonjour monsieur! Je m'en fous, je laisse tomber, j'ai pas besoin de venir. Je viens juste à l'heure où on commence et je m'en vais juste après, terminé. Je l'ai fait ce soir. Mais tu peux Parce pas... qu'à ce moment-là, tu es trop fragile pour l'entendre. Mais nous sommes fragiles. Il peut faire peur, Jean-Luc. Parce que tu sais pas toujours comment il peut réagir. Qu'est-ce que je vis, moi? Tout le temps, à chaque seconde, j'ai le truc qui vibre. Dès qu'il y a un truc qui marche pas, putain, j'ai envie de partir. Travailler avec Jean-Luc Courcoult, c'est comme être dans une montagne russe. Des fois, on s'envole, c'est super, et des fois, on s'écrase. C'est vrai qu'avec lui, tu sais jamais l'aventure qui va t'emmener, et puis il n'aime pas qu'on s'accommode. Donc, il nous provoque aussi pour aller toujours plus loin. On a 4 spectacles dates à faire. À Nantes, en plus. Effectivement, oui, il a une forme d'exigence. Voilà. Et après... Mais c'est pas une exigence sur la réalisation d'un détail, c'est une exigence d'une dimension à atteindre. Comment? T'as bien réagi comme il fallait. Et d'une profondeur et de... Même dans l'humour et la fantaisie que j'aime beaucoup elle. Dès que j'interviens dans une rue, il faut poser le problème qu'il y a un déraillement qui va exister. On va pas voir la vie de la même façon. Il faut prévenir. Prévenir avec l'imagination. On surprend et on commence à bousculer un petit peu les choses, de façon à préparer les esprits à ce qui va arriver. Et c'est ce sas important, de passer d'un monde à l'autre. C'est ce qui nous étonne et ce qu'on aime quand même. Ça nous étonne, mais on adore. Parfois El Campesino en Amérique latine, plus tard scaphandrier, détenteur des secrets du Titanic à Liverpool, ou encore Gulliver, retrouvé endormi sur une plage, le grand géant peut être le grand-père ou même l'oncle d'une petite géante, comme le père d'un petit géant noir. Cela dépend. C'était tout un enfer pour comment tirer sur les cordes, comment on donne les ordres, et tout ça, comment ça marche. Voilà. C'est un vrai bateau à inventer, en fait, quoi. Il y a un travail de répétition avant pour peaufiner le mouvement et essayer de retrouver des repères pour que ça fonctionne et qu'on retrouve cette fluidité. Plutôt on rectifie les choses qui ne vont pas, après on laisse les gens proposer et le faire. Ça sert à rien de donner du ballon et tout ça. Ah oui, parce que le vent, après, pour rattraper, c'est le bordel. Ouais, parce qu'il y a le vent. Donc après, du coup, t'es en avance. On ne tourne pas avec nos grutiers, donc les grutiers, c'est des locaux. Il faut apprendre à communiquer avec ces grutiers, et il faut qu'eux apprennent à manipuler un géant. D'ailleurs, c'est pas toujours évident de les intégrer. Il y en a qui ont du mal à comprendre qu'ils ne sont pas juste en train de déplacer une charge. Heureusement, en général, la magie opère et
Ils se font vite embarquer par le truc. Il faut essayer de comprendre pourquoi le mouvement de grue, s'il est trop rapide, annule l'émotion, ou la minimise. Il faut l'importance de la direction du regard. Il y a tout un travail qui s'apparente au travail de l'acteur et puis de la marionnette. Les gens qui voient passer le géant, de loin, ils voient que le géant, puis quand ils se rapprochent, ils commencent à voir les détails, ils commencent à regarder les Lilliputiens. Mathieu, le chef d'équipe, il nous donne toutes les consignes de manœuvre parce qu'il y a un ordre bien précis. Ça reste des machines assez complexes et assez lourdes. Moi, je suis aussi là pour leur redonner le rythme et pour essayer de relancer quand ça redescend un peu, parce que des fois, les marches sont longues. Donc, il y a des moments où ils fatiguent un peu, ça gueule moins, donc il faut essayer de relancer la machine. C'est tellement jouissif de le voir bien marcher, bien se déplacer, que tout soit en connivence, qu'on se regarde tous, qu'on se ressente les uns les autres, en fait. L'initiative de faire des chorégraphies dans les sauts, c'est les Lilliputiens. Après, le fait de gueuler, d'avoir une présence forte, ça, c'est Jean-Luc qui y tient. Et puis, il a raison, parce que ça apporte de l'énergie, quoi. Ce que j'adore en plein milieu de spectacle, quand on sent qu'on a tous une énergie qui nous monte, je commence à gueuler, à crier « Allez, on y va !» On s'en rend pas compte, mais vraiment, on force, en fait, sur notre corps. Moi, il y a eu des jours où je me suis complètement détruite le dos, les jambes, et à trop vouloir forcer. Les jeunes arrivent avec leur envie, avec l'envie de tout déboîter, mais comme nous, quand on avait leur âge, quoi. Et ils savent qu'ils sont pas n'importe où, ils sont au Royal de Luxe. C'est un pari qu'a fait Jean-Luc, mais il a fait le bon pari, vraiment. J'espère qu'ils vont l'arrêter celui-là. Puis c'est vrai que tu te dis, c'est vous qui allez aller au charbon, les gars. Il va être temps parce qu'on est un peu vieux. On a donné, nous. Ils savent qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. Et que pour le public, c'est tellement important. Et ils sont comme une course de fond, seuls, à tirer sur les cordes. Mais il y a un équipage autour de toi. T'es pas seul quand même. Même ils sont crevés, ils tirent sur les cordes, il en reste encore 500 mètres à faire, ils n'en peuvent plus. Je sais, je vois. C'est pour ça que je marche comme ça, je viens autour de vous. Leur montrer, il faut qu'on y aille jusqu'au bout là. Et là, il y a autre chose qui se passe. Une autre dimension. Et que le public le ressent. Sans voir réellement les choses. C'est à bout de souffle, là. Et qu'on continue quand même. On s'arrêtera pas. Va faire un beau geste quand t'es crevé au bout d'1,5 km à tirer sur les cordes. T'en peux plus, là. Voilà. Alors tu sautes comme tu peux. Et vas-y. Et ça devient beau à cause de ça. Parce qu'il n'y a plus de contrôle. Mais eux se contrôlent pour pas tomber sur la foule. On essaye de faire attention.
J'adore quand des jeunes gens ou des jeunes filles viennent essayer dans le stock et on voit je choisis un costume par rapport à leur taille. Et d'enfiler la veste, il y a toujours un petit moment d'émotion et de fierté. Quelquefois, quand il y en a qui sont trop émus, je m'arrange pour bon, je vais mettre l'étiquette pour lui laisser le temps de redescendre. Parce que. Ou qu'ils deviennent tout rouge. C'est rigolo, je trouve ça mignon, c'est super. Quand j'ai mis le costume, là, j'ai tout de suite sorti mon téléphone et là, j'ai dit prends-moi en photo, faut que j'immortalise, quoi. C'est impossible, c'est bon, quoi. Là, c'est trop cool. Bon, bah écoutez, vous êtes un équipage de choc, donc ça va être super. Donc, à tous et à toutes, un gros merde et à tout à l'heure. Dans l'équipe du Scaphandrier, il y a des gens qui sont hyper attachés à ça. Alors, si tu les vois en dehors de leur rôle de Lilliputien, c'est des punks finis, quoi. Mais par contre, ils sont convaincus qu'on perd quelque chose s'il n'y a pas cette rigueur dans la tenue des Lilliputiens. Ça te fait plaisir d'être beau et parce que c'est vraiment ça en fait les Lilliputiens, c'est vraiment être au service d'un géant. On est tous Lilliputiens. On manipule. Il y en a qui vont manipuler des yeux, d'autres qui vont manipuler un bras, une tête, mais on manipule tous en fait, on est tous manipulateurs. Vraiment, je me tenais fière, droite. J'avais peur, quoi. Ouais, j'avais un trac monstre, quoi. Quand on arrive sur une scène de réveil et que les gens t'attendent, ils te voient arriver tous en groupe comme ça et on se divise et on va tous à nos postes. Et ça commence, et là tu sens ce mouvement, d'ailleurs j'ai un frisson quand je le dis. T'as le public qui le ressent, qui nous voit et qui prend tout ça. Tout un public a attendu pendant des heures et que ce moment-là, on n'a pas le droit de le rater. Et là, on se regarde, on se fait un petit signe et la musique commence. Et on souffle un peu, c'est comme si on lui soufflait sur les paupières. Et on essaie de le réveiller tout doucement. Et là, on entend « Waouh !» Et c'est le public. On retrouve quelqu'un. On retrouve quelqu'un qu'on a quitté il y a plus ou moins longtemps et qu'on aime. Alors qu'on aime, oui, d'affection, pas d'amour peut-être, mais d'une grande tendresse en tout cas. Une grande tendresse. Tu veux pas forcément que ça t'atteigne ou tu mets une certaine distance et en fait, ça t'arrive de plein fouet. Et tu te retrouves comme un gamin en train de t'extasier devant une petite fille qui va faire attention à toi, comme si tu étais là, gamine, à 1 an et demi, en train de faire tes premiers pas. Le visage de la petite géante, le regard, un regard profond. Elle a un mystère, elle a un visage très nu, j'allais dire. Très comme un écran où l'imaginaire peut se projeter. Fille, ou parfois nièce du grand géant, cette petite géante peut être aussi une orpheline. C'est selon l'histoire que l'on racontera dans telle ou telle ville. Petite géante, je voudrais profiter de ce somptueux après-midi pour faire un peu de gymnastique. Qu'en pensez-vous? Très bien, très bien, très bien. Alors, nous allons effectuer une série de rotations de la tête autour des cervicales. Allez, c'est parti. On va derrière, on détend bien la peau du cou, on passe sur le côté. Très très bien, très très bien. Nous allons donc passer au second exercice qui consiste à effectuer les balancements du corps. Allez, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4. On y va, allez de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Allez, on
on y va. Oui, très bien, belle attitude. Et oui, allez, on y va, messieurs, d'une air. Allez. C'est parti. Allez, on y va. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et on remonte. Et 1, et 2. Quand on a créé La Petite Géante, je pense que c'est Susanna qui a commencé à... C'est la première fois que c'était une fille qui dirigeait un géant. Les enfants, ils adorent faire la balançoire dans La Petite Géante, mais il y a certains enfants qui ont peur, d'autres qui pleurent, et d'autres qui ça va les rester gravé pour toute leur vie. Mais ça, tu sens aussi qu'il y a des gens dans ce genre de spectacle, tu les transformes pour toujours. Comment on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Moi, c'est que les chiens vont réveiller la géante. It is joyful. On va voir. Le chien Xolo, un cadeau pour La Petite Géante lors de son voyage au Mexique. Il est à l'image d'une divinité canine mexicaine, sans poils, qui réchauffait les Indiens la nuit et les accompagnait vers le paradis des Aztèques. Ça, le Xolo, je veux que ses narines y bougent. Tu vois, je veux les voir bouger, il faut que la langue elle se retire, la bouche comme ça, tous les détails sont donnés. Ensuite, on en est aux vérifications pour savoir si ça fonctionne ou pas. Là, on tente pour la première fois de le faire marcher, voilà. Et là, on se rend compte que ça marche pas très bien, il faut changer telle histoire et tout ça. Et là, tout se transforme de nouveau. Et 4 pattes, c'est pas pareil. Laquelle tu fais en premier, laquelle en deuxième, laquelle en troisième. Et s'il court, c'est pas pareil du tout. Donc, oulala. Ah, tel problème à résoudre, tel autre, tout ça. On me dit, ouais, la mécanique n'était pas faite pour. Et puis, on change la mécanique. Et ça devient des nuits folles, quoi. Les gens, ils dorment pas. Coup des montres, ils remontent un autre truc. Et le lendemain, allez, on y va. Allez, ça va mieux. Non, il y a un vrai dépassement, hein. C'est pas du repos. Le Xolo, la différence, c'est que tu es sur la machine et que le Xolo, il va à l'encontre des gens, ce qui est super sur cette marionnette. Les courses, là, quand tu pars, tu fais des runs et on court, et tu vois le chien courir, là, et tu mets 15 mètres en 2 secondes. Il a des yeux humains, donc pas des yeux tout noirs de chien, mais voilà, avec, on voit le blanc de l'œil, on voit l'iris, la pupille. Et c'est vrai que ça donne, quand on le voit, on est interpellé par ce regard, parce qu'il vient chercher le regard des gens.
Le petit géant noir est né au Cameroun, lors d'une résidence de la troupe en Afrique. Au Havre, Jean-Luc a voulu qu'on le retrouve dans un container, porté par les flots, échoué sur le rivage. Comme tu es africain, il donne la vie à un bout de bois. J'adorais cette phrase-là. Il donne la vie à un bout de bois. Le petit géant noir, c'est le seul qui peut manger. On peut lui donner beaucoup de choses à manger. La fumée, tu l'allumes quand? Tu peux l'allumer en... Tu préfères pendant? On l'allume pendant? Ouais, pendant, parce que le départ, ça va. Ouais, ouais. Et On c'est mieux après que vous avez fait un tour. Ouais. Ok, on l'allume après. Tu vois, comme ça, le départ, il est bon. Le chef d'équipe, Alfred Meubauer, donne ses ordres. Et voici les Ferrari, grande triomphatrice de l'année dernière. L'unique Talbot porte les espoirs de la France. Mais elle donne des inquiétudes à son pilote, le vétéran Louis Rosier, qui renoncera à prendre le départ. Extérieurement, les voitures de cette année ne sont guère différentes de celles qui, l'an dernier, a livré à la Ferrari une lutte acharnée inoubliable. Attention, réhaussement. Il y a maintenant 5 heures que les concurrents tournaient à droite. Engagé dans l'épreuve, la Jaguar victorieuse à Sebring et une Cunningham à moteur Mayer-Drake. On se calme un peu là, eh oh. Le budget sécurité, c'est bien énorme, quoi, tu vois. Avec tout ce qui se passe, la menace, l'attentat, tout ça, ça devient fou. On doit tout annoncer, on doit donner les horaires, on doit tout... Non, c'est pas... Ça se complique beaucoup. On fait une énorme logistique de tout. De transport, de camions, de grues, d'engins, de personnel. Enfin, c'est une usine à gaz, hein, tu vois. Mettez pas 3 heures, il faut qu'on installe maintenant le SCAF derrière là-bas. C'est bon.
Comme tous les gens me posent cette question, mais ils viennent d'où les géants? Ils viennent d'où les géants? Ils viennent d'où? Je dis, ben là, il faudrait faire une réponse quand même. La réponse soit à la taille de l'univers, de l'imagination, on va dire enfantin ou galopin. D'où l'idée de... les géants viennent avant le Big Bang. Comme c'est une zone inconnue totale, que personne ne pourra mettre les pieds là-dedans, c'est l'espace. Un jour, avec les bretelles de mon grand-père, on avait fait des lance-pierres. Bien sûr, on s'amusait à déquiller des planètes pendues dans l'univers. Ça faisait des météores propulsés à 4 millions d'années-kilomètres-heure qu'explosaient des milliards de cailloux intergalactiques. Ça faisait des lumières un peu partout et des couleurs qu'on n'avait jamais vues. Bon, faut dire que c'était des conneries, hein, strictement interdites. Qu'on nous avait dit comme ça, faut pas toucher à l'équilibre. Avec mes copines, qu'est-ce qu'on s'en foutait de l'équilibre? Et tout le monde est venu nous observer et voir le résultat. Ils n'ont rien dit. Mais le lendemain, qu'est-ce qu'on s'est fait engueuler? Ça a pas arrêté toute la journée. Et le soir, alors que je pleurais sous la couverture, mon grand-père est venu. Il a dit tranquillement, ma petite, vous n'avez pas brisé totalement le caillou. Vous avez tué les dinosaures. Et finalement, avec nos bêtises, on avait créé l'homme et la femme. Dernière arrivée de la famille, la grand-mère fait sa première apparition à Nantes. Elle permet à Jean-Luc de révéler la présence mystérieuse des géants sur notre planète. Gardienne privilégiée de la mémoire, elle garde précieusement ces histoires dans son coffre. Peu importe les liens de parenté de cette dynastie, ce qui compte, c'est que les histoires qu'ils vivent soient toujours ancrées dans les traditions des villes et des pays où ils voyagent. Visiblement, il y avait une autre envie de Jean-Luc qui était claire, de changer radicalement, de faire parler ces géants. La grand-mère, au moins. Donc avec un récit et forcément une technicité qui pouvait permettre ça. Il faut qu'elle parle. Mais je ne peux pas parler normalement. Comme elle fait partie du monde de géants, c'est une indigène, entre guillemets, c'est un autre monde. Leonardo Vinci, a turn at Route Station Stage 1. Cette cathédrale fut édifiée près de Rome. Il faut qu'elle ait un langage très spécial. Et pour ça, ça veut dire que c'est un langage très spécial. Il faudra un interprète. And some exploded, projecting strips of carcass against the wall. Et Jean-Michel a proposé à Jean-Luc de faire un visage plus articulé, avec des matériaux de synthèse, avec une mâchoire qui est plus mobile que les autres géants, avec des mains plus mobiles aussi.
grand-mère, il faut qu'elle pète, il faut qu'elle crache. Et... Ok. Ça reste une image demandée par Jean-Luc et on suit le projet de Jean-Luc. Messieurs, monsieur Sylvain, la place est vide. Récupération de la flasque. Oh dear. Tu me vois pas là avec mon truc vert là? C'est quoi leur truc là? Tout le monde me voit là. C'est bon? C'est quoi ces règles de la con là? Quand il est avec une équipe de 130 personnes, il a son stress, il a un stress qui est à la mesure des géants, à la mesure d'une ville. Donc, puis comme c'est l'artiste, il supporte pas les réalités, on va dire, administratives, politiques, parce que voilà. Ils stoppent tout, sans arrêt. On ne peut rien faire. Hier, on a passé la journée entière à pas pouvoir sortir ce putain de truc. Il n'y avait pas de gilet anti... Non, c'était interdit. Jusqu'où on va aller comme ça? Je crois que la colère, c'est quelque chose qu'on ne sait pas entendre parfois. Ça sort quand on n'est pas compris et quand il y a une espèce d'injustice, donc la colère arrive. Je vais commander de la merde à travailler comme ça, avec des gens qui ne sont pas capables de prendre des décisions, avec un festival qui n'arrête pas de dire oui, non, c'est pas possible. C'est quoi cette histoire? On ne recadre pas 5 personnes, il faut recadrer 120 personnes. D'où les coups de gueule, parfois. Mais on les connaît, ça va, il n'y a pas de problème. Vous avez gagné la révolution irlandaise. Vous l'avez gagné avec votre t-shirt rouge. C'est comme ça que vous faites votre révolution. Elle est merdeuse. Je suis vachement fier, parce que tu fais le saut de la grand-mère. Donc tu t'en fous total. Ce qui est important, c'est ce que tu montres au public. Voilà. Et on s'en fout pour qui on te prend. L'important, tu donnes. Quand je construis un bateau ou un fauteuil, je suis avec le fauteuil, en spectacle. En général, ça marche bien, mais quand même, on a toujours peur, plus ou moins, de la panne. Elle arrive, forcément. Mais toujours, on s'en débrouille, quoi. C'est jamais arrivé qu'on n'a pas réussi à réparer, quoi. Faut pas oublier, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est que des prototypes. Que les yeux ne fonctionnent pas, que la bouche ne fonctionne pas, que la respiration ne fonctionne pas. Pour moi, c'était quelque chose qui était insupportable. C'est la commande, ça bouge tout seul. Je suis devenu le spécialiste des yeux et de la respiration des géants. On va nous faire coucher là quand même. L'éléphant était tellement complexe à manœuvrer, je sais plus combien, 40 tonnes, quelque chose comme ça, qu'il fallait une machinerie interne. Donc ça devient presque un automate. À la grande différence du géant qui lève le bras parce qu'il y a quelqu'un qui tire sur une corde, qui avance parce qu'on tire sur des cordes. Voilà, donc il y a un côté grande goélette, grand voilier, des poulies, des cordes, une machinerie, mais quelque chose qui est vivant là. Et il y a quelque chose d'un autre ordre quand c'est un automate
qui en gros marche tout seul. On passe pas là. On va pas passer là. Faut ouvrir un peu, on passera pas. En anecdote, on a fait une fausse panne comme ça à Berlin, où on n'avait pas le droit de s'arrêter pour des raisons de sécurité devant la Bundestag. Hein. Donc ça, informellement interdit, formellement interdit. Et Jean-Luc, il avait décidé de s'arrêter devant la Et t'as la police, les militaires, mais qu'est-ce que vous faites là? Non. Bah, désolé, on était en train de taper en dessous au marteau. Tu vois? Et c'est génial, voilà, il réussit son histoire. Et après, tu sens que les mecs ont compris au bout de, toi, une demi-heure, si on n'est pas resté 3 heures, hein, toi. Ouais, ça faisait tourner la clé, quoi. C'est même plus une marionnette, t'es au service du géant. Tu l'entends respirer, tu l'entends vivre. S'il casse le bras, ce qui est arrivé, par exemple, pour le grand public, il a perdu son membre. Tu vois, t'es dans la même souffrance que lui. Il est évident qu'au bout d'un moment, le géant dont tu t'occupes devient une réelle personnalité. Mélangé avec l'ADN de toute une équipe. Et toute l'équipe se met autour, au grand service. Et ils font tout ce qu'ils peuvent. Il y a du respect, il y a de l'admiration. C'est quand même des personnes exceptionnelles, les géants. Il n'y en a pas beaucoup comme eux. Hein. Et quand on est devant le géant, en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est ça aussi. Il faut que je sente dans quel état il est. Tu vois, je parle de géant comme s'il était vivant, mais il n'y a pas moyen de faire autrement parce que, si pour nous ils n'étaient pas vivants, mais comment ça pourrait marcher? En Australie, il y a eu toute une scène avec les aborigènes qui rencontraient les géants. Quand ils s'adressaient aux géants, quand ils leur faisaient la cérémonie de bienvenue, ils n'étaient pas en spectacle. Ils s'adressaient vraiment aux géants. Nous, on vient chez vous, mais on partage un truc ensemble, parce que nos géants, ils sont inspirés de vous. Ils ont une histoire avec vous. People of Liverpool, this should be a battalion of pals, a battalion of friends from the same office who shall stand and fight shoulder to shoulder for the honor of Britain and the credit of Liverpool. Tu vois, à Liverpool, c'est ces gens qui partaient la fleur au fusil entre copains, se faire massacrer dans la Somme en 3 heures. Et donc, du coup, ouais, on est nourri d'une histoire des gens, de la ville. Et même dans la ville, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas ces histoires. Jean-Luc croit en la narration. Il croit très fortement que les gens peuvent ressentir le spectacle et suivre son histoire. Pour nous, à Liverpool, la ville aussi a un très grand cœur. Vous savez, nous avons une banlieue avec des gens très pauvres qui n'ont pas les moyens d'aller au musée, au théâtre, à l'opéra. Alors, nous avons emmené les géants dans le quartier d'Everton. Les gens sont venus voir ce spectacle. Et les géants les ont amenés à un endroit différent dans leur tête et dans leur cœur. Royal Deluxe s'adresse à tout le monde. Ils savent nous faire partager leurs émotions. Jean-Luc nous apporte cela. Je ne peux que remercier votre grandeur et votre histoire et la confiance que vous me donnez pour inventer et créer ces nouvelles histoires qui sont chaque fois différentes
à chaque ville dans laquelle on va. C'est le minimum et le maximum qu'on peut faire, de dire merci, de faire encore aujourd'hui du théâtre de rue gratuit, alors que c'est impossible dans ce monde-là. Le moment où la scène se termine, où on endort, mettons, un géant et que les musiciens s'en vont, ben, je dirais que le spectacle devient humain parce que les gens applaudissent les humains, mais non plus le géant. La première journée, c'est quand même l'apparition. Et tout le monde est au courant, mais il faut quand même que le bouche-oreille fonctionne. Dans les troquets, ah, tu sais pas ce qui est arrivé, il y a un truc qui vient, voilà. Et après, le deuxième jour, les gens y viennent, et là, se passe une histoire, et enfin, tu peux finir ton histoire le troisième jour, pour en faire un départ. Qui joue devant autant de monde? Les Rolling Stones? Cette chance de faire ces spectacles incroyables. Merci de m'avoir fait vivre ça, quoi. Moi, je suis un vénard. Hein. D'avoir vécu tant d'émotions, tant de spectacles incroyables, d'avoir vu tant de monde dans ma vie, tant de pays, et d'avoir appris tant de choses aussi. Au départ du géant sur un radeau, on pleure tous parce que, voilà, ça nous échappe et ça fait partie de nous. Et puis, on a l'impression qu'on ne le verra plus. Des fois, on est très désespéré après une représentation parce qu'on joue notre vie un peu, quoi. On a conscience que c'est un moment unique qu'on donne aux gens et si on le rate, c'est terrible. Et déjà, à la fin de chaque géant, bon, tout le monde est écroulé, mais Jean-Luc, souvent, il disparaît. C'est vidé. Non, la solitude, c'est rentrer dans un puits que, bon, il n'y a pas de fond. Et ça s'arrête pas. Et tu tombes dedans. Il n'y a même pas un étage pour t'arrêter. Ça continue.
s'arrête.